Mhm. Alors voilà, je pense qu'on est déjà diffusé. Je sais pas Oui, si je peux tasser ça, c'est utile. sur la base. Les noirs. Voilà. OK, je suis chanceuse, je suis avec Maxime aujourd'hui, qui est techno, alors que moi, je ne le suis pas du tout. Donc, bienvenue tout le monde. On est vraiment contents, Maxime et moi, là, de faire cette présentation-là aujourd'hui. Alors, on va vous partager là, des éléments qui nous tiennent à cœur concernant la connexion sociale à la suite d'un projet de recherche et clinique qu'on a vécu ensemble dans la dernière année. On vous en parle un peu plus loin là, dans la conférence, mais d'abord, je me présente, je suis Caroline, je suis étudiante à la maîtrise en sciences de l'activité physique à l'Université de Sherbrooke. Et donc, je suis dans le domaine, si on veut, de l'intervention éducative en activité physique et en santé. Et je suis avec Maxime. Bonjour, c'est Maxime Champoux. Je suis un papa de famille, une personne toute simple qui vit avec une situation de douleur chronique depuis maintenant plusieurs années. Puis j'ai eu la chance de participer à un projet de recherche qui s'appelle Versant Corps qu'on va nommer puis revenir dessus au fil de la présentation ce soir avec beaucoup plus de détails. Alors, justement, ce projet de recherche-là, on va en parler un petit peu plus tard, mais déjà, juste pour vous dire, le sujet de la recherche était de comprendre comment la connexion sociale peut influencer la motivation à l'activité physique en étant connecté avec des aventuriers, les aventuriers de l'expédition Accor qu'on va vous présenter un peu plus tard, et particulièrement auprès de personnes qui vivent avec la douleur chronique. Alors, d'aller un peu plus loin, je voulais quand même vous poser une question. Si je vous demandais, puis j'aimerais ça que vous répondiez dans le chat, si je vous demande, est-ce que vous vous rappelez du prénom de votre meilleur ami à l'école primaire? Si c'est le cas, écrivez le prénom dans le chat. On va regarder ça ensemble. Chat, 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 c'est ici. Donc, on peut l'agrandir. Diane, Eric, Ginette, Brigitte, Joanne, Sandra, il y en a des noms. Ah, c'est bon, ça. Et dites-moi, si je vous posais la question, est-ce que vous vous rappelez dans quel contexte vous avez rencontré cette personne-là il y a plusieurs années? Donc, si vous vous en rappelez, écrivez oui ou non si vous vous en rappelez pas. Alors, on regarde ça encore. Donc, il y a quand même plus de oui que de non. Excellent. Alors, ça met la table au sujet d'aujourd'hui, mais peut-être que juste en pensant à cette personne-là aujourd'hui, à ce moment-ci, ça a suscité des émotions pour vous, un souvenir, peut-être même une réaction physique, hein? Puis peut-être que vous allez penser avec cette question-là, vous allez penser à cette personne-là là, pendant la conférence, mais un peu plus tard aussi. Et ça met la table à ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Toi, Maxime, est-ce que tu te rappelles d'une personne de ton primaire, un ami? Oui, absolument. J'aurais mon ami Mathieu. Mathieu. Puis si tu penses à Mathieu, là, c'est quoi le mot qui te vient à l'esprit? Les mille et un coups, les moments loufoques. Donc, des bons souvenirs, Oui. et on rit. OK, bien, garde cette émotion-là, puis ce souvenir-là, on en reparle un peu plus tard. Alors, le sujet de notre conférence aujourd'hui, ensemble, on veut regarder, explorer le besoin fondamental de la connexion sociale, puis plus spécifiquement du soutien social dans un contexte de douleur chronique. On veut aussi partager l'expérience de Maxime, là, qui a vécu le projet Versant Accord et ce que la connexion sociale a changé dans ta vie. Puis, on va aussi réfléchir ensemble à des stratégies bien concrètes pour avoir une connexion sociale plus florissante alors, dans un contexte de douleur chronique ou quand on accompagne quelqu'un qui vit avec la douleur chronique. Mais qu'est-ce que c'est la connexion sociale? Si on parle de ça, d'abord, on va l'établir ensemble. Bien, c'est l'ensemble des liens qu'on entretient avec les autres. Cette connexion-là, elle se manifeste de différentes façons par nos relations quotidiennes. Ça peut se manifester sous la qualité de notre connexion avec les gens, donc la qualité de nos relations. Ça peut aussi se manifester en regard de l'utilité, c'est-à-dire c'est des gens dans le milieu du travail, c'est des gens qui nous apportent un
un soutien émotif, c'est des gens avec qui on partage des activités. Donc, ça prend différentes formes. C'est pas toujours, on n'a pas une connexion sociale qui est équivalente dans toutes nos relations. Elle varie avec les gens, mais chacune d'elles, peu importe son niveau, peut nous apporter du bien-être quand c'est fait dans de bonnes conditions. C'est aussi le sentiment, la connexion sociale, de se sentir connecté à d'autres, donc de faire partie d'un groupe, de ne pas se sentir seul. C'est compter pour quelqu'un, puis avoir des gens qui comptent pour nous. C'est pouvoir donner et recevoir de l'attention aussi et du soutien social. Ça va peut-être vous sembler surprenant, mais en 2023, il y a le directeur de la santé publique des États-Unis qui a déclaré, vous vous rappelez, on était après la pandémie, il a déclaré que selon lui, l'épidémie de la solitude et de l'isolement social qui touchait l'Amérique à cette époque-là était devenue une crise de santé publique. En fait, pour lui, il a affirmé que le besoin humain d'être connecté à d'autres, là, ben, c'est un besoin fondamental aussi important que l'accès à l'eau, à la nourriture et à un toit. Alors, quand on y réfléchit, c'est pas peu dire quand même. Souvent, on y pense quand on est jeune, on a besoin d'être entouré, mais en vieillissant, c'est quelque chose que parfois on oublie, comment ça peut être un besoin si fondamental d'être connecté à d'autres humains. Et c'est pas surprenant puisque dans les années 80, il y a les psychologues américains Deci et Ryan qui ont développé la théorie de l'autodétermination. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu parler, la théorie de l'autodétermination. C'est une approche qui est devenue centrale dans la compréhension de la motivation humaine. Cette théorie-là, elle cherche à répondre à une question qui est bien simple, mais qui est essentielle. Qu'est-ce qui pousse les gens à agir, à persévérer, à se relever et à poursuivre leurs rêves et de bien se sentir dans ce qu'ils font? Selon Deci et Ryan, la motivation est de qualité quand elle répond à trois besoins psychologiques fondamentaux qu'on a tous les humains partout sur la planète. Ces trois besoins-là, ben, c'est ceux que vous voyez à l'écran. D'abord, le besoin d'autonomie. C'est l'autonomie dans le sens de se sentir à l'origine de ses choix, de décider pour soi. C'est aussi le besoin de se sentir compétent, donc de sentir qu'on est efficace dans ce qu'on fait, qu'on est capable, qu'on a une utilité dans les tâches qu'on accomplit. Mais c'est aussi le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire de se sentir connecté aux autres, de faire partie d'un groupe, puis d'avoir sa place dans ce groupe-là. Selon Deci et Ryan, ces trois besoins-là, quand ils sont comblés, ben, ils nous permettent de devenir plus motivés à toutes les tâches qu'on veut faire, là, que ce soit faire de l'activité physique, lire, euh, rencontrer des gens, participer à des cours. Donc, tout ça va être plus facile à se réaliser, à se concrétiser quand on répond à ces besoins-là. Puis ça va favoriser l'engagement dans les tâches, les activités qu'on va faire, puis une forme d'épanouissement aussi. Alors, je suis certaine que quand on parle de connexion sociale, vous avez vous aussi en tête des idées là, de ce que des thèmes qui surviennent puis qui vous parlent peut-être un peu plus. On vient d'expliquer ce qu'était le sentiment d'appartenance, là, de faire partie d'un groupe. J'attire votre attention sur l'apprentissage social. Donc, c'est un processus par lequel on observe les gens, puis on apprend à travers les observations. On apprend comment faire les choses, on apprend des comportements, on apprend aussi les conséquences de certains comportements. Mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, puis tantôt quand on a parlé de notre ami, qu'on peut aussi apprendre à travers les émotions que les autres ressentent. Donc, on va même parfois ressentir ces émotions-là en observant des gens et ça va nous faire vivre des émotions. Je vous en glisse un petit mot parce que je vous ai parlé tantôt que notre projet de recherche visait à comprendre comment la motivation a été influencée par la connexion sociale et j'ai utilisé l'autre terme, l'expérience vicariante. Donc, l'expérience vicariante, c'est une partie de l'apprentissage social. C'est, dans le fond, euh, vivre une expérience à travers les autres. Donc, par exemple, d'observer des gens réaliser des choses, puis se sentir pleinement investi de cette aventure-là ou de cette expérience-là parce qu'on vit à travers les autres. Et dans notre projet, bien, les aventuriers et les participants ont partagé cette expérience vicariante-là parce qu'ils se sont inspirés mutuellement les uns des autres. Les aventuriers se sont inspirés des participants et les participants des aventuriers. On vous en parle un petit peu plus tard. Mais donc,
Être connecté aux gens, ça ne veut pas toujours dire de connaître les gens vraiment beaucoup, beaucoup. On peut être nourri par cette connexion-là, même quand on ne connaît pas nécessairement les gens, mais qu'on se place dans des conditions qui vont être riches en émotions puis en apprentissage. C'est aussi de savoir ressentir de l'empathie pour l'autre, puis cette empathie-là, de la recevoir aussi. Ça permet notamment, on l'a vu dans un article de Caroli et de Rollman en 2008, ça montre que dans les couples, là, quand il y a une personne qui vit de la douleur chronique, que l'empathie, ça implique aussi une réaction émotionnelle qui est appropriée, c'est-à-dire des gestes, des paroles, qui vont valider, qui vont dire, je te crois quand tu parles de ta douleur, puis je comprends ce que tu vis, ou si je le comprends pas, je te fais confiance pour que tu me le partages puis qu'on vive ça ensemble. Donc, cette empathie-là, ça permet aussi d'avoir une forme de connexion, de se sentir proche des gens. Puis finalement, ben, le soutien social, ça fait référence, ça, aux ressources qu'on a autour de nous. Donc, des ressources humaines, mais des ressources aussi, des encouragements, ça peut être des aides concrètes, mais ça peut être aussi du soutien moral. Donc, ça peut jouer tout ça sur notre bien-être. Je suis certaine que jusque-là, je ne vous apprends pas grand-chose, là. C'est des choses qu'on sait, mais c'est le bon de se rappeler un peu les concepts pour dire, ben, quelle place je mets dans ma vie à la connexion sociale, malgré ma condition de douleur ou quand j'accompagne quelqu'un qui vit de la douleur chronique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'intéresse particulièrement à la connexion sociale quand on est dans un contexte de douleur chronique, parce que quand on y réfléchit, les personnes qui vivent de la douleur vivent aussi de l'isolement ou de la solitude. Et je vous propose de réfléchir à ça en vous proposant une citation de David Le Breton, qui est un anthropologue et sociologue français. Dans son livre en 90, il a mentionné que le corps n'est jamais seulement biologique. Selon lui, il est aussi façonné par la société, par la culture, par notre environnement. Autrement dit, notre expérience de douleur de notre corps est profondément influencée par notre environnement social. Ça donne, à mon avis, un sens important au lien social dans l'accompagnement des personnes qui vivent avec la douleur chronique. Et il y a une citation de Le Breton qui a attiré notre attention, Maxime et moi, c'est celle que vous voyez à l'écran. La douleur est ambivalente. À la fois, elle isole et rend dépendant de l'entourage. Elle redéfinit en profondeur les relations avec les autres. Alors, je ne sais pas, Maxime, si cette phrase-là, toi, ça te parle. Définitivement, parce que oui, quand on vit de la douleur, on vit de l'isolement, mais on vient aussi dépendant pour plein de petites choses qui étaient la simplicité avant. Mhm. Exactement. Écoute, puis c'est quelque chose qu'on va continuer à réfléchir, voir pourquoi c'est si important de tenir compte de la possibilité de développer une connexion sociale pour s'aider à traverser la situation de douleur, de la façon la plus fonctionnelle possible. Alors, vous savez, on l'a dit tantôt, quand on vit avec la douleur ou quand on accompagne un proche qui vit avec la douleur, c'est souvent vivre aussi un certain isolement social. Il y a de nombreuses études qui ont démontré là, justement cet élément-là. Je vous parle de Stanford et collaborateurs en 2021 qui ont montré que l'isolement, accompagne fréquemment l'expérience de la douleur. Puis ça peut être causé par des choses très concrètes. Je suis certaine que ça va vous parler. Ça peut être, par exemple, la perte de l'emploi ou le retrait du travail pour une longue période où notre groupe de travail était un groupe social qu'on fréquentait. Ça peut être la fatigue aussi qui nous amène à nous retirer de certaines activités de la vie sociale. Ça peut être aussi le fait que parce qu'on a justement moins d'activités sociales, on peut aussi avoir un certain éloignement d'amis ou que nous, on va s'éloigner ou que eux vont s'éloigner. Mais ça peut même parfois être dans la famille, une incompréhension d'un conjoint, des enfants, de la famille. Donc, cet isolement social-là, ça a des effets sur la douleur. C'est démontré au niveau de la littérature scientifique. Entre autres, ça augmente les risques de dépression et d'anxiété des personnes qui vivent avec la douleur chronique. Ça augmente la perception de la douleur, hein. Tantôt, on a parlé
l'effet de ressentir selon le lien social qu'on peut avoir de certaines choses, mais ça peut jouer sur la perception de la douleur. Ça peut réduire aussi notre capacité à faire face aux symptômes, donc à soigner les symptômes. Puis ça peut affecter aussi nos comportements de santé. Donc, par exemple, diminuer notre motivation à faire de l'activité physique, évidemment. Alors, l'isolement social a des effets sur la douleur. C'est pas quelque chose qui est à côté, ça fait partie, si on veut, du cycle de la douleur. Mais heureusement, l'effet inverse existe aussi, c'est-à-dire le pouvoir du soutien social. Ça, le pouvoir du soin social, ben, quand il est présent, quand il est bienveillant, quand il est approprié, le soutien social peut jouer un rôle. Donc, il peut, par exemple, réduire la détresse émotionnelle qu'on peut ressentir, diminuer l'anxiété et les risques de dépression, peut même réduire la perception de la douleur, puis il renforce le sentiment de contrôle ou d'efficacité personnelle. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler d'un petit projet de recherche et faire le lien avec la théorie peut-être qu'on vient d'aborder un peu. Donc, notre projet de recherche concernait, dans le fond, en fait, je le parle au passé, là, mais il est encore actif. Il y a une partie de l'analyse qui n'est pas complétée. On devrait avoir terminé ça en 2026. Là, on va déposer articles et mémoires. Donc, le projet de recherche vise à comprendre comment la connexion sociale et l'expérience vicariante peuvent aider à stimuler la motivation à bouger, même quand on vit avec la douleur chronique. Ce projet-là, il a été mené dans le cadre d'une intervention clinique qui a été initiée au Centre d'expertise en gestion de la douleur chronique du CHU de Sherbrooke. Et l'idéatrice du projet, c'est Dr Nathalie Clément, que vous voyez en rose là, sur le gilet rose là, sur l'image. Et son idée, avec son équipe clinique qui est avec elle sur la photo, c'est de proposer à 12 personnes qui vivent avec la douleur chronique de faire de l'activité physique, mais chacun à son rythme, individuellement. Donc, ce n'était pas des activités de groupe nécessairement, c'est plutôt chacun individuellement, mais de former quand même un groupe avec ces personnes-là pour ensemble atteindre un objectif collectif commun aux 12 personnes. Alors, ils devaient cumuler ensemble les kilomètres d'activité physique que chacun pouvait faire individuellement à chaque semaine pour symboliquement traverser le Canada d'un océan à l'autre, comme l'image que vous voyez là, sur le PowerPoint. Mais ça, ce qui est fantastique, c'est pas tout parce que euh, pendant ce 6 mois du projet clinique, il y a une véritable expédition qui avait lieu en parallèle en même temps. C'est celle des aventuriers de l'expédition Accor 2024. Alors, des aventuriers qui ont traversé le Grand Nord canadien d'ouest en est. Et vous voyez, ils ont traversé en vélo, en canot, en voilier et en randonnée, donc sans moteur. Et les participants et les aventuriers étaient en communication ensemble. Ils se sont rencontrés avant le début de l'aventure et puis au fil de l'aventure, ils ont eu des échanges, soit téléphoniques ou vidéo, pour s'encourager mutuellement, pour aussi voir à travers les yeux de l'un et de l'autre comment chacun vivait son aventure, donc de traverser le Canada au Grand Nord ou sinon de faire de l'activité physique là, pour cumuler des kilomètres. Et devinez quoi, ça a fonctionné. Les aventuriers ont accompli leur aventure, magnifique aventure, et les participants ont cumulé 7 000 kilomètres d'activité physique en 6 mois. Et je pense que la meilleure personne pour vous parler de ça, c'est Maxime là, qui est avec nous. Donc, Maxime, peux-tu nous raconter ton histoire comme personne qui vit avec la douleur chronique? Qu'est-ce qui t'a amené à te rendre à la ligne de départ de l'expédition vers Sankor? À ce moment-là, j'avais plus beaucoup de cercles autour de moi. J'avais ma famille proche, mais au niveau des amis, c'était plus difficile. On n'avait plus beaucoup d'intérêts communs dans les capacités de ce que je pouvais faire. J'avais besoin de connecter à quelque chose, d'avoir un sentiment d'accomplir quelque chose parce que je vivais beaucoup d'échecs au niveau de ma réhabilitation physique. C'était vraiment difficile. Puis à ce moment-là, tu sais, le projet, l'aventure, ça rejoignait quelque chose qui était mes passions d'avant, qui était un deuil que je devais faire, que cette personne-là, je ne la serais plus jamais.
Puis ça me donnait l'occasion de participer à quelque chose sans avoir l'impression de nuire au groupe autour de moi parce que ma capacité était souvent la nuisance dans les activités avec mes amis qui faisaient qu'on avait eu de l'éloignement, justement. Hmm, je comprends. Donc, ça t'a permis, ça, de prendre la ligne de départ, si on veut, avec le groupe, avec les 11 autres personnes formées par l'équipe de Docteur Clément. Et là, vous êtes partis à des rencontres aux 2 semaines en Teams, donc à distance, mais individuellement. Vous deviez compléter des kilomètres d'activité physique, chacun à votre mesure, accompagné pour bien doser tout ça avec l'équipe clinique. Et dis-moi, durant l'intervention qui a duré 6 mois, là, pendant ces moments-là où tu as rencontré des gens qui étaient âgés entre 32 et 76 ans, donc vraiment des gens diversifiés, dis-moi, comment ça s'est passé ton cheminement? Donc, de la personne que tu étais au départ et pendant ce 6 mois-là. Au départ, tu sais, j'avais comme la réticence de justement pas être capable de suivre le rythme des autres. Ça faisait que j'étais très observateur. J'observais les gens, je regardais les gens interagir entre eux, de voir qu'il y avait un cercle de tous les âges, qu'il n'y avait pas d'âge pour avoir une condition qui te rendait incapable de faire tes choses d'avant. Qu'il n'y avait pas de jugement dans les échanges qu'on vivait entre nous parce que au fil du temps, on n'était même pas conscient exactement de qu'est-ce qui était la situation de chaque personne. L'important, c'était pas ça, c'était vraiment juste de travailler ensemble pour pouvoir suivre l'aventure puis avoir quelque chose, un but, un objectif qu'on s'entraidait pour atteindre. Puis de l'autre côté, on avait le versant des aventuriers qui eux-mêmes devaient traverser les situations difficiles, les blessures qui peuvent arriver pendant que tu traverses des étendues comme le Grand Nord, puis qu'à ce moment-là, tu dépends des quelques personnes qui sont avec toi parce que vous êtes à des milliers de kilomètres dans la forêt ou en train de descendre une rivière, puis ça se passe pas bien. Fait que dans le fond, ça m'a aidé à voir que peu importe que tu sois blessé, pas blessé, tu es encore une personne à part entière, puis tu peux appartenir à quelque chose. Ça t'a permis de voir à travers l'aventure des aventures. Je me rappelle que tu l'as mentionné, que tu te reconnaissais à travers leurs défis, Ouais. hein, puis à travers les défis que les autres aussi du groupe vivaient. Ouais. Puis dis-moi, Maxime, tu sais, on est 1 an plus tard, là, l'aventure est terminée depuis 1 an, plus d'1 an. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, ça? Comment, comment ça a évolué ce changement-là? Parce que ça s'est pas fait comme ça, là. Dis-moi comment ça s'est passé. Puis aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Ça m'a aidé à retrouver la confiance en connecter avec des gens, chercher des gens avec qui je peux m'entendre, avoir un cercle malgré ma condition, puis qui comprennent comment c'est. Ça m'a permis de revenir un peu plus à faire plus attention à moi parce que je me laissais aller, tu sais, je me disais, ah, tu sais, je suis plus capable de rien faire. On a l'impression que tout est fini, puis que il n'y aura jamais de positif, mais dans le fond, quand on se refait un cercle, moi, ça m'a aidé du moins à avancer, à reprendre ma santé en main. J'ai toujours les mêmes difficultés physiques. Par exemple, à chaque jour de ma vie, depuis la dernière année, je traîne 100 livres de moins sur mes épaules. Ce qui fait que ça m'aide énormément à avancer. J'ai décidé de, malgré mes difficultés à faire certaines activités physiques, ben, il y en a encore que je suis capable de faire. Puis il y a toujours des choses qu'on est capable de faire. Puis ça, c'était un des grands buts de l'activité, puis du programme, c'est de nous rappeler que même si tu passes le balai pendant 15 minutes, là, ben, tu as fait une certaine activité physique. Hmm. Ouais, en 15 minutes, c'est 1 kilomètre. Donc, si on veut couler 7 000 kilomètres, il faut bouger, s'entretenir la maison Oui. et tout, exactement. Puis donc, aujourd'hui, tu fais aussi du bénévolat, de ce que j'ai Oui, compris. Tu es effectivement. impliqué. J'ai décidé de m'impliquer un petit peu plus autour de moi. J'ai décidé de prendre des choses qui sont
à ma capacité de ce que je suis capable d'offrir, puis de pas me surcharger, puis justement de pouvoir aller m'associer avec des gens, avoir l'impression d'accomplir quelque chose de plus grand que moi, puis ça, c'est beau ma vie de papa, ça, j'adore mes enfants, j'aime ma famille, mais des fois c'est satisfaisant d'être autre chose que juste un papa ou un blessé avec de la douleur chronique. Mhm. Exactement. C'est vraiment un beau témoignage, Maxime. Puis à chaque fois que je t'entends, là, c'est inspirant. Puis je sais que c'est un cheminement qui n'est pas une ligne tranquille, un fleuve tranquille, comme l'aventure des aventuriers, c'est la même chose, hein. Il y a eu des hauts et des bas. Donc, je pense que je te félicite pour la démarche que tu fais. Puis pour terminer cette présentation-là, on avait envie de vous partager quelques stratégies concrètes pour nourrir une connexion sociale plus vivante, plus épanouissante. Ces idées-là, ils viennent directement des participants de notre projet de recherche et même si l'analyse n'est pas complète, comme je vous disais, des données, il est encore en cours, il y a certaines pistes qui ressortent fortement, là, je dirais, à la fois dans les récits des gens que dans la recherche qui est appuyée. Alors, on vous partage ça, Maxime et moi. Donc, le premier, c'est de se laisser inspirer par des gens positifs. Comme tu l'as dit tantôt, les aventuriers étaient au départ la bougie d'allumage, si on Oui. veut, hein, pour partir, puis essayer, puis oser faire des choses. Puis ensuite, c'est le groupe qui est devenu inspirant mutuellement, chacun à votre tour selon les circonstances. Et après ça, ben, c'est de s'ouvrir vers les autres. Donc, s'inspirer, d'oser, hein, d'oser, on le dit en même temps. Excellent. Puis après ça, ben, quoi d'autre que tu donnerais comme euh, suggestion, toi? Quand s'inspirer des modèles. Dans le deuxième, Je disons. m'excuse, Ouais. participer à des groupes d'entraide virtuels et ou présentiels selon ce que vous êtes capable de faire, il y en a. Puis, tu sais, c'est souvent quand on vit des situations difficiles, quand on se sent isolé, même on vient à se dire, mais j'ai pas le droit de, tu sais, j'ai pas le droit d'avoir du plaisir parce que j'ai de la douleur. J'ai pas le droit d'être capable d'aller faire une activité parce que j'ai de la douleur. Ben, il faut pas oublier que vous avez le droit de vivre, puis on est encore des personnes à part entière, puis c'est important d'aller vers des gens qui peuvent nous comprendre parce qu'ils vivent une situation similaire sans avoir besoin de savoir qui a le plus de douleur. Mhm. Exactement, c'est vrai. Puis dis-moi, tu disais peut-être aussi le troisième. Oui, s'impliquer dans des activités communautaires et bénévolat. Donc, comme je sais, moi, c'est quelque chose que ça me fait du bien de redonner autour de moi. C'est quelque chose je trouve important de pouvoir s'accomplir dans quelque chose, puis toujours en respectant les limites de ce que je suis capable de faire. Mhm. Puis le dernier qu'on voulait souligner, puis il y en a peut-être un petit bonus aussi. Le dernier, c'est d'accorder du temps aux activités. Puis on a mis en parenthèse aux interventions s'il y a des gens qui sont plus dans le milieu clinique, professionnel. Donc, d'accorder du temps aux activités qui renforcent des liens sociaux. Alors, quand on est jeune, c'est quelque chose qu'on fait naturellement de vouloir connecter avec d'autres, mais en vieillissant, on oublie un peu ce besoin-là. On veut combler tous nos autres besoins de compétences, d'autonomie. Puis on laisse un peu de côté ce besoin-là en se disant qu'il va arriver par lui-même, mais ça peut se travailler, on peut vouloir justement y investir du temps. Et le petit bonus, ben, c'est il y a certaines littératures scientifiques qui soulèvent que la connexion avec la nature a des similitudes avec la connexion sociale. Alors, des fois, si on ne sait pas par où commencer, on peut commencer par se connecter avec la nature, aller s'asseoir dans un parc, observer, et ça peut aider un peu à faire les premiers pas vers une connexion sociale. Alors, pour conclure cette rencontre-là, ben, nous, on est curieux de vous entendre sur vos idées, vos questions, vos commentaires. Puis on veut surtout vous remercier de nous donner la chance là, de vous partager notre expérience de la dernière année, là. C'est maintenant le temps de vous écouter. C'est à vous la parole maintenant. On vous invite à écrire vos questions si vous voulez dans le chat. À vous, Maxime. Merci. Wow, merci beaucoup tout le monde.
Effectivement, de très beaux témoignages pour vous. Alors, je ne sais pas si vous avez là qui aurait des questions, des commentaires. Je ne sais pas si vous avez, ça peut être sur les éléments du projet de recherche, du projet de clinique avec l'équipe du Centre d'expertise en gestion de la douleur chronique de Sherbrooke. Des questions pour Maxime. Il y a une question qui demande, il y a une personne qui demande, la question c'est comment retrouver ses repères? Hmm, bonne question. Veux-tu t'en sais, Maxime, ou tu veux que Euh, tu veux ben, que je commence puis tu tu fais peux y le aller, puis je pouce? complémente. Ah, oui, absolument. Bien, c'est sûr que comme je disais tantôt, dans la recherche qu'on a menée, tout n'est pas analysé, mais je peux quand même vous partager ce que certaines personnes nous ont dit. Tantôt, tu l'as un peu nommé, Maxime, c'est que il s'agit du premier pas. Le pas le plus difficile, c'est toujours le premier pas. Puis parfois, on ne sait pas quel va être notre ancrage, mais on s'ouvre finalement à une autre expérience, à d'autres personnes, puis cet ancrage-là va s'installer tranquillement. Donc, des fois, c'est pas de chercher la solution, mais plutôt de vivre le processus de connexion sociale, de se permettre le droit, comme tu l'as mentionné, d'aller vers des gens, peut-être en étant comme toi, tu as été très observateur au départ, là, ça a pris plusieurs semaines là, avant que tu partages, tu te sentes à l'aise, mais ça a pris ce temps-là. Le temps, il y a une valeur. Tu sais, quand on vit la douleur chronique, c'est quelque chose qui prend du temps à se chroniciser. Ben, pourquoi on n'accorderait pas du temps non plus, ce temps-là, à la connexion avec d'autres personnes, donner la chance aux gens. Puis ça peut nous amener vers d'autres choses. Il y a une participante au projet qui disait, dans le fond, que cette démarche-là, ça lui a permis de travailler sur l'acceptation de la douleur, mais pas dans l'acceptation de la douleur, mais plutôt de l'acceptation de la condition fonctionnelle qu'elle avait, puis de trouver de nouvelles façons, de nouvelles stratégies, comme par exemple aller marcher. Pour elle, c'était plutôt que de dire, je vais aller marcher, puis il va falloir que je prenne 100 pauses pendant que je marche, c'est plutôt, je vais aller marcher, puis je vais prendre des photos. Donc, pendant que je prends des photos, je prends mes pauses. Donc, c'est comme une façon différente de voir les choses, mais en même temps, alors, j'ai pas la réponse nécessairement pour ça, puis je pense qu'il y a beaucoup de littérature à consulter là-dessus. Mais toi, t'aurais-tu un point là-dessus? Ben, c'est sûr que c'est un grand cheminement personnel. Puis, tu sais, je dirais que pour trouver ses repères, la première étape, c'est d'accepter ou de la personne qu'on est aujourd'hui, puis d'arrêter de vouloir d'être celle d'hier, puis de regarder vers en avant de nous une journée à la fois. Mhm. Nous avions une autre question aussi. Est-ce qu'il y a possibilité de participer comme Maxime à un projet à corps? Ah ben là, écoutez, nous, on est vraiment emballés par l'idée de Dr Clément et de son équipe au CHU. Et s'il y avait d'autres cliniques qui étaient intéressées à ce genre de projet-là, je pense qu'il y a différentes façons. L'idée ici, c'est vraiment de dire, on a mis au cœur de l'intervention qui était de devenir plus actif, donc d'être plus motivé à bouger. On a utilisé l'affiliation sociale, donc la connexion sociale, puis le cœur de l'intervention a été axé là-dessus. C'est-à-dire que pendant les rencontres, il y avait des informations par l'équipe clinique sur des saines habitudes de vie, sur la méditation, sur la gestion, l'autogestion de la douleur. Il y avait différentes thématiques qui étaient abordées, mais ce qui était le lien central de l'intervention, c'était d'être associé à des gens. D'abord les aventuriers, ensuite les autres participants et l'équipe clinique. Puis ça a duré quand même longtemps. Ça a permis un cheminement. Fait que c'est sûr que ça peut être une approche très intéressante là, à faire ailleurs. Il y aura peut-être d'autres aventures aussi, là, mais c'était pas la première d'ailleurs. Il y a eu une première expérience en 2021 par la même équipe clinique. Et donc, ça fait en sorte que peut-être que ça va faire des petits. Puis je peux vous dire qu'il y a eu cette expérience-là aussi en France, à Lorient, où une équipe de douleurs chroniques a implanté le même type de programme, si on veut, avec des participants qui vivent avec la douleur chronique et un aventurier du vent des globes dans la dernière année. Donc, je pense qu'il y a de la place pour peut-être ce genre d'aventure-là. Mm. Nous avons aussi une autre question pour Maxime. Maxime, comment tu as fait pour t'entourer?
La personne parle dans un contexte où justement, parfois, c'est difficile de trouver des personnes qui vivent la même chose, au niveau des douleurs chroniques notamment. Donc, qu'est-ce que vous en Définitivement. pensez? C'est sûr que l'Association de la douleur chronique québécoise est définitivement une belle ressource. Il y a des conférences, il y a des événements présentiels, il y a des groupes Facebook. C'est pas facile. C'est sûr que moi, j'ai eu la chance d'avoir un groupe qui a été modulé pour moi. Ça l'a définitivement ouvert la porte. Mais tu sais, même si le groupe était là, connecté avec ces gens-là, c'est un travail personnel parce faut avoir envie. Puis tu sais, c'est quand on est avec des gens dans un contexte de douleur chronique, d'une personne à l'autre, il n'y en a pas de jugement dans le regard parce qu'on sait très bien que ni un ni l'autre on a envie d'être d'un soulier de l'autre. Tu sais, c'est vrai ce que tu dis tantôt, tu disais, dans le groupe, vous ne saviez pas qui avait quoi comme douleur. Fait que ça a nécessité, dans le fond, que vous vous intéressiez à la personne plus qu'à la condition. Puis ça vous a permis peut-être d'apprendre à vous connaître puis de développer cette connexion-là. Mais ça ne s'est pas fait rapidement, là. Tu sais, ça a pris plusieurs semaines avant que cette chimie-là s'installe. Puis des fois, c'est ça qui arrive, c'est que faut être patient, laisser donner du temps au temps, hein, peut-être. Oui, puis tu sais, peut-être dans des contextes comme ça, quand on veut reprendre, éviter les contextes de compétition, éviter où est-ce que c'est compétitif puis qu'on se sent pas capable ou moins bon, vivre des petites victoires, ça fait toute la différence. Tu sais, quand ça fait très longtemps que chaque chose que tu essayes, c'est ouais, non, finalement, ça marche pas, ouais, non, finalement, il y a un autre problème qui se crée en essayant ça. Quand on vit juste des échecs, ça vient dur de voir du positif, mais quand on commence à revoir le verre d'eau à moitié plein à la place à moitié vide, on recommence à avancer. Il y a beaucoup de témoignages pour vous à lire dans le chat, des remerciements, des personnes qui vous trouvent inspirants également. Vraiment, votre conférence est vraiment super appréciée ce soir, puis vraiment dans le vif du sujet, vraiment, le sujet est vraiment intéressant également. Est-ce que vous aviez d'autres questions pour nos invités? Ici, on voit un message. C'est vrai que le social fait toute la différence pour avancer et souvent minimiser sa douleur chronique. La personne mentionne qu'elle fait des activités comme du karaoké, de la danse en ligne, écouter de la musique. Caroline et Maxime, au nom de l'Association québécoise de la douleur chronique, puis des participants de ce soir, vraiment, merci infiniment d'avoir accepté de nous offrir des stratégies puis d'avoir partagé votre expérience. Votre témoignage, comme vous pouvez le voir dans les commentaires, a été très inspirant. Le soutien social comme étant un moteur de changement positif d'appartenance et aussi d'avancement malgré la douleur chronique. Aussi, chers participants, on va ajouter dans quelques minutes un lien pour recueillir vos impressions sur la conférence. Vous allez aussi le recevoir par courriel. Merci beaucoup d'y répondre parce que c'est vos commentaires qui nous aident à offrir des conférences puis des sujets comme ce soir qui sont d'intérêt pour vous. Alors, on va ajouter le lien du chat. Puis aussi, comme Maxime l'a mentionné, Caroline, ben, il y a différentes ressources. Comme vous le savez, il y a toujours aussi les groupes d'entraide là, qu'on a à la QDC. D'ailleurs, il va y avoir une prochaine programmation qui s'en vient sous peu. En fait, il y a des groupes d'entraide au mois d'octobre. Il va en avoir aussi au mois de novembre. Également, on vous invite à vous joindre aussi à nous pour les prochaines conférences. Ces conférences-là, ils vont avoir lieu la semaine de la sensibilisation à la douleur chronique, qui est la première du mois de novembre. Donc, la conférence du 4 novembre est à 18h30. Elle va traiter d'un programme d'aide financière pour les personnes qui vivent avec la douleur ou qui ont certains handicaps physiques.
Il y a aussi également celle du 5 novembre qui va vous informer sur un accompagnement à venir, puis le programme d'autogestion de la douleur. Puis le programme d'accompagnement à venir va être avec la QDC. Puis le 18 novembre, ça va être la suite du 4 novembre. Puis là, ça va être plus au niveau conférence sur la municipalité au crédit d'impôt. Puis un accompagnement aussi qui va être possible avec notre partenaire Fin Autonome. Puis comme je vous l'ai mentionné aussi, il y a la programmation des groupes d'entraide. Toute notre programmation est toujours en ligne. Il y a toujours des éléments qui se bonifient. Donc, n'hésitez pas à aller régulièrement voir le site dans la section services, donc douleurquebec.ca. Donc, je vais vous rajouter dans le chat. Excusez-moi, je tente d'essayer de revoir le chat pour pouvoir vous mettre le lien pour le sondage. Encore, merci beaucoup, Caroline et Maxime, pour votre présence ce soir. C'était vraiment apprécié. Puis, on va aussi remettre en rediffusion aussi la conférence de ce soir pour que vous puissiez y accéder. Merci. Encore, merci à vous. Bonne fin de soirée à tous. Merci à vous aussi. Merci tout le monde. Bye bye. Bye bye. Ouais, merci. C'était vraiment bon, Caroline, en passant. Ah, merci, Carole. Notre J'ai pas osé parler, là, c'est... notre patiente partenaire.